En relisant récemment certains de mes articles politiques ou sociétaux, je leur ai trouvé, hélas, une certaine actualité. C'est la raison pour laquelle je vais les présenter sous forme de diptyque, sous le titre général de « Dominer, exploiter, convaincre, réprimer ». Dans cette première partie, qui s'intitule « La lutte des classes au quotidien », j'aurais pu d'ailleurs aussi l'appeler « Le procès du travail », j'ai rassemblé 4 contributions. La première s'intitule « Le syndrome pavlovien ». Elle a été publiée en janvier 2007. La seconde s'intitule « Farce et attrape, les pièges de l'idéologie dominante et de la collaboration de classe », publiée en janvier 2011. La troisième, « Les indignés de la place Flagey, un ver dans un fruit trop mûr », qui est apparu en juin 2011, donc la même année. Et enfin, l'année suivante, au mois d'avril, en 2012, « Vaincu de l'histoire au royaume du but ». Je commence donc par le premier texte que j'avais écrit, et qui date de début 2007. L'un des enjeux majeurs de la mondialisation est de faire en sorte que les problèmes à discuter ne progressent pas plus vite que les ressources sémantiques en lieu commun qui permettent de les discuter. On observe déjà un décalage énorme entre le langage utilisé dans les lieux marginalisés du monde ou des villes, régions rurales du tiers-monde, mais aussi banlieues des pays industrialisés, et le langage employé dans les instances internationales où les mots ne représentent plus que les intérêts économiques et financiers de quelques gros acteurs à l'échelle mondiale. Le choix des mots et des concepts est fondamental dans l'histoire humaine. George Orwell l'avait parfaitement compris lorsque, dans sa description du totalitarisme absolu, il montrait comment rendre impossible le crime par la pensée grâce à l'abolition de l'histoire, au contrôle de la mémoire individuelle et collective et à l'imposition d'une langue nouvelle, la novlangue. Avec l'appui de la Banque mondiale, ont été mis en avant des concepts et des mécanismes qui favorisent l'acceptation des plans d'ajustement structurel par les pays pauvres en leur conférant une apparence de légitimité plus grande. C'est ainsi qu'ont été diffusées des thématiques comme la société civile, la gouvernance, la participation, le tout culminant à partir des années 2000 dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Au sens propre, la gouvernance s'apparente surtout à une administration des choses, jugée correcte par les forces dominantes et non pas à l'idéal du bon gouvernement démocratique. Dans les pays de l'hémisphère nord, tous ces concepts, le terme lui-même fait florès dans le marketing, ont été repris par les partis politiques, y compris en Belgique par la gauche. On les retrouve donc dans les mesures prises par la communauté française. Création de conseils de participation dans les écoles et de synergie dans des bassins scolaires à déterminer, rédaction d'un contrat stratégique pour l'éducation, mise en place de l'évaluation de la qualité dans les hautes écoles et j'en passe. Qui peut douter que cette idéologie aux résonances tantôt gaulliennes, la participation, tantôt militaire, la stratégie, tantôt managériale, les synergies, l'évaluation de la qualité, ce qui revient au même, n'exprime la volonté de la bourgeoisie d'instrumentaliser l'école à ses propres fins.
Mais non, nous dit-on, ces propos renvoient à une vision dogmatique héritée du XIXe siècle. Le monde a changé, il faut s'adapter. Le mot est lâché. S'adapter. Mais s'adapter à quoi? Sinon au nouvel ordre du monde. En fait, un ordre vieux de 2 siècles que seuls les myopes, qui ne voient que l'écume des jours, identifient à la modernité. Et quoi, nous rétorque-t-on, n'est-il pas temps de surmonter l'opposition obsolète entre capital et travail, le divorce insensé entre monde de l'entreprise et école de la citoyenneté? Car cette dernière, précisément, coupée du monde, n'a-t-elle jamais été autre chose qu'un mythe? De même, pour faire face à la concurrence internationale, les hautes écoles en Belgique ne doivent-elles pas, pour faire des économies d'échelle et offrir des avantages comparatifs, fusionner et donc licencier? Sans rationalisation, sans externalisation, sans concentration du capital et de la décision, pas de survie, pas de salut possible. Par conséquent, face au péril jaune, nous n'aurions d'autre choix que suivre le seul modèle ayant fait ses preuves, celui qui a remporté la guerre des idéologies du XXe siècle et qui s'impose, qu'on le veuille ou non, à tout esprit lucide et pragmatique. Le libéralisme qui défend le marché sans contrainte, qui promeut la rétribution du risque et qui chante les vertus du capitalisme et de la mondialisation. Comment ne pas voir plutôt que le système économique dominant conduit à l'illusion petite bourgeoise de la réussite momentanée, puis à la désespérance et enfin à la violence sociale, pour s'achever dans la lutte dramatique entre les peuples, l'autodestruction et le néant? Si l'on suit cette logique infernale, l'aventure d'une espèce animale originale, l'humanité, se sera terminée après 3 millions d'années. La novlangue, appelée plus récemment le politiquement correct, aliène l'homme. Au sens premier, elle le rend étranger à lui-même. On sait depuis longtemps, pour en avoir abusé, que contrôler la langue, c'est contrôler l'opinion. Les Bossuet et Dupanloup de jadis ont été remplacés par les grands prêtres du 19h sur RTL et du 20h TF1, mais aussi, hélas, du 19h30 sur la chaîne publique belge. Jour après jour, et d'une manière beaucoup plus efficace, ces nouveaux clercs distillent le vocabulaire, les règles, les valeurs, les réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire la syntaxe sociale imposée par la classe dominante. Seul l'enseignement qu'on assassine, seuls des professeurs dont le nom a été tant de fois souillé par des ministres opportunistes, donnent ou tentent de donner aux jeunes des outils, que dis-je, des armes pour s'émanciper. Culture et savoir diminuent en tout homme qui les possède la possibilité d'être dupe des mots, d'être crédule aux mensonges. La conscience de la réalité a une valeur explosive, elle ne peut qu'entraîner à la volonté de la transformer, je citais ici Paul Nizan, dans un article du 14 mars 1935. Face à l'acculturation générale de nos sociétés, Milan Kundera n'écrit-il pas que la lutte de l'homme contre le pouvoir est celle de la mémoire contre l'oubli? Sinon, pour pasticher Michel Audiard et Serge Gainsbourg, quand on mettra les cons ou rendus tels sur orbite, les peuples n'en finiront pas de tourner et les maîtres de la langue se trouveront seuls sur terre en n'ayant plus personne à manipuler ni à exploiter.
second article publié en janvier 2011, intitulé « Farce et attrape, les pièges de l'idéologie dominante et de la collaboration de classe ». La grande bourgeoisie, par l'intermédiaire des organes étatiques à sa solde, profite des crises du capitalisme pour domestiquer l'animal humain, à qui l'on rappelle tous les jours que ses intérêts coïncident avec ceux de la grande finance mondiale. Faisant feu de tout bois pour drainer des capitaux, sa propagande fait appel, depuis des lustres, à un petit actionnariat que l'on convainc de se prémunir contre une possible disparition du système de pension par répartition. L'instinct de survie de l'espèce et la longévité présente de l'homme ont, de cette manière, donné un coup de fouet au capitalisme. Les classes dites moyennes, en fait la petite bourgeoisie, souscrivent donc des assurances-vie et placent leur épargne dans des fonds d'investissement, alors que dans les assemblées générales de société, elles n'ont aucun moyen de décider l'usage de ces placements. Mais le souhaitent-elles vraiment? Si lui, il ne faut pas s'illusionner sur la nature de leur, entre guillemets, révolte. Le gros des troupes de ces petits actionnaires constitue la litière des partis de la droite extrême ou non. En Belgique, le Parti populaire, la NVA, le MR, etc. Nettoyer les aiguilles d'Augias et rendre le capitalisme plus performant, telle est l'opportunité à saisir en période de crise économique. On a octroyé à la Grèce et à l'Irlande de colossaux montants pour résorber leur endettement et éviter l'effondrement par ricochet de la zone euro, alors que l'on prête à un taux de 3,3% à la France et de 3% à l'Allemagne, étant donné le risque encouru, l'Irlande se voit imposer un taux de 9,5% et la Grèce de 11%. Les sacrifices demandés aux populations ne serviront en fait qu'à payer l'augmentation du loyer de l'argent et en aucun cas à rembourser la dette de leur État. Outre les aides publiques qu'elles ont reçues rapidement dans le dernier trimestre de 2008, les banques bénéficient donc d'une nouvelle rente garantie par les institutions européennes et internationales. Le 10 décembre 2010, nouveau scandale, grâce à des avocats d'affaires très honorés, la Cour d'appel de Bruxelles, dans l'affaire Cabellux, a déchargé le banquier et ses clients des accusations de fraude massive au motif d'irrecevabilité des preuves avancées. Au XVIIe siècle déjà, La Fontaine dénonçait la justice de classe. Au Royaume-Uni, le gouvernement libéral conservateur veut réduire d'un demi-million le nombre de fonctionnaires et tripler d'ici 2012 les droits d'inscription à l'université. Voilà comment la bourgeoisie procède au resserrement de ses rangs. Quant à l'Espagne, fin 2010, elle a renoué avec le franquisme en rendant compétents les tribunaux militaires pour juger les aiguilleurs du ciel qui faisaient la grève. Les prédateurs de tout poil n'ont rien à craindre en période de crise économique. L'ordre social confondu avec l'ordre public n'est pas menacé. Au contraire, on le renforce. Tant que les travailleurs du monde entier n'auront pas compris les liens objectifs qui les unissent, tant qu'une véritable conscience de classe ne se sera pas fait jour, l'exploitation et la domination continueront. Mais il y a plus. Plus de 2 siècles après Étienne de la Boétie, Emmanuel Kant rappelait encore qu'il fallait batailler contre ce fléau universel, la servitude volontaire. Je le cite. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas
à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sous la conduite d'un autre. Il est si commode d'être sous tutelle. » Fin de citation. Qu'en est-il aujourd'hui? Il s'agit de batailler encore et toujours, et d'abord contre l'apathie distillée par les médias aux mains des puissants, Silvio Berlusconi et consorts. Je l'ai déjà écrit ailleurs. Tout change, apparemment très vite, pour que rien ne change. Ce paradoxe tient au fonctionnement des sociétés qui visent à l'homéostase résultant de ce besoin de permanence, d'immobilisme qui désactive les tensions sociales. Pour donner le change, justement, l'idéologie dominante entretient la légende de l'accélération de l'histoire et de la mondialisation récente qui ne sont que des leurres, des joujoux destinés à nous injecter à dose constante la vision du monde des dominants. Si, indéniablement, les réseaux se sont multipliés, donnant une illusion de complexification de l'organisation sociale, Claude Lévi-Strauss, entre autres, a montré que les sociétés dites primitives, si elles sont codifiées, n'en sont pas moins très complexes, il n'y a pas eu, lors du changement d'échelle de ces dernières décennies, de métamorphose qualitative dans la société, car les mutations réelles mais non essentielles du système capitaliste n'ont pas transformé sa nature prédatrice, ni induit une modification structurelle des rapports de production. Dans leur relookage, les hiérarchies sont plus présentes que jamais. Le premier problème de l'État est d'assurer l'ordre et la productivité dans ses entreprises. Dès le plus jeune âge, l'école enseigne nécessairement la paix sociale et le civisme, c'est-à-dire d'abord le respect de la propriété des biens et des personnes. Les professeurs sont tenus à la neutralité. La fonction idéologique de cette dernière est évidente. Mais il y a embarras pour certaines autorités politiques quand l'Église ne remplit plus sa mission de temporisation et de gardienne des bonnes mœurs. En 1996, une ministre socialiste n'a pas hésité à supprimer 3000 postes dans l'enseignement, alors que les prêtres pédophiles qui bénéficiaient, comme de véritables fonctionnaires, de subventions de traitement, les cultes dépendent du ministère de la Justice, n'ont jusqu'à présent pas dû rendre leur prébende. L'État organise le dressage des individus à l'école et le contrôle permanent de la force de travail par un système d'experts et de bureaucrates, agences privées d'évaluation de la qualité. Classiquement, les chefs mobilisent leur personnel contre de faux ennemis. Les autres établissements scolaires qui recrutent mieux apparaissent dès lors comme des ennemis naturels, surtout lorsque des fusions menacent l'emploi. Ils se substituent ainsi à l'ennemi de classe présenté comme un ami. La direction fait part de ses préoccupations sociales, voire de sa connivence, pour le coup réel, avec les syndicats. Traditionnellement, la classe dirigeante fonde son pouvoir sur les divisions qui séparent les travailleurs. Dans une haute école de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut ainsi bloquer les salaires d'une catégorie de travailleurs, les professeurs invités, réduire le temps de travail d'une autre, les doctorants terminant leur thèse, voire combiner ce dernier cas de figure avec une augmentation de traitement, les chefs de travaux.
lorsque les divisions anciennes faiblissent, les représentants de la classe dominante cherchent à rendre fou pour garder le pouvoir. Précisément, transformer les contradictions entre les travailleurs en conflits antagoniques afin de faire oublier la lutte existentielle et pluriséculaire entre la poignée au pouvoir et les sujets en révolte. Pourquoi le président d'une haute école exige-t-il de vérifier le journal de classe de certains professeurs et pas d'autres? Pourquoi les rapports disciplinaires sont-ils rédigés par le même président pour certains et pas pour d'autres qui commettent pourtant des faits graves? La loi du plus fort? Serait-ce le statut de certains qui les protègent? Leur couleur politique, voire philosophique? L'établissement, par la voix de ses autorités, peut-il avaliser un faux produit par 2 de ses agents et ne pas encourir de peine sur le plan judiciaire? Au XIXe siècle, les patrons, devant les tribunaux, étaient crus sur parole alors que les ouvriers devaient faire la preuve de leurs accusations. Et là encore, et très évidemment, il s'agissait d'une justice de classe. Ou tu te tais, ou tu chantes en solo, ou tu t'écrases, ou on t'écrase. En tout cas, les menaces répétées de blâme et de convocation devant la direction nous renvoient, hélas, à des temps que l'on aurait pu espérer évanouis. Depuis la fin du siècle dernier, les directeurs d'une école supérieure du Brabant wallon racontent, pour s'en démarquer, qu'un de leurs prédécesseurs était salazariste. Or celui-là même, dans l'histoire de son école, fait l'apologie de son propre prédécesseur présenté dans un ouvrage récent de Raoul Vaneigem comme un petit fasciste. Quel fil rouge relie les directions de cette école publique dans le dernier tiers du siècle passé et les 3 ecclésiastiques qui l'ont successivement dirigé au XIXe siècle? Un secret de famille. Depuis 1945, l'État belge s'est chargé de régler et diriger les mécanismes de collaboration de classe. Jadis, on étouffait le silence du personnel. Maintenant, le management moderne cherche à faire parler les travailleurs dans des groupes ad hoc. Le principe de la catharsis carcérale. Dans cette tâche, il est soutenu par les syndicats. Or, quels sont les piliers du syndicalisme institutionnel? Tout d'abord, le réformisme. Quand naissent des sections syndicales dans une entreprise privée ou publique, on les subordonne bureaucratiquement à l'appareil. Car pour maintenir leur position de classe dominante, les patrons ont besoin d'une police syndicale qui participe directement au maintien idéologique, politique et militaire de l'ordre d'en bas. Il y a ensuite et surtout le légalisme qui permet les accords entre les partenaires sociaux. Car l'appareil de délégation syndicale n'est plus seulement un paravent de la dictature patronale, il en devient de plus en plus fréquemment un avant-poste lorsque les directions syndicales tentent d'organiser la chasse aux travailleurs provocateurs. Face aux comités de lutte extra-syndicaux, comme la coordination des travailleurs de l'enseignement, les élections légales pour les conseils d'administration ou les directions dans les hautes écoles essayent vainement de rétablir l'unité d'un monde sans unité quand elles ne sont plus que le point d'honneur démocratique d'un système répressif. D'un point de vue tactique,
les élections ne sont que l'occasion d'imposer une trêve sociale et de sélectionner un encadrement des défenseurs de l'ordre. En effet, dans le cadre de l'autonomie des hautes écoles, les conseils d'administration sont manifestement l'alibi derrière lequel s'exerce la dictature patronale, plus masquée, mais non moins absolue, qu'à l'époque de la centralisation jacobine antérieure à 1996. Et les délégations syndicales, en participant à ce théâtre parlementaire, ont poursuivi leur mutation séculaire, apprenant à parler deux langages, celui de l'accord avec les représentants patronaux et, avec les travailleurs, celui d'une guerre dont il ne reste que les mots. Simultanément pour le pouvoir, on oserait dire de concert, il s'est agi d'exaspérer les contradictions au sein du monde du travail, de cultiver la cécité et l'égoïsme afin de dissoudre les masses en les isolant dans l'isoloir des majorités silencieuses et de casser toute prise de conscience de classe. Face à une classe dominante qui s'appuie essentiellement sur la force et la tromperie, se dresse une démocratie non représentative et anti-hiérarchique, directe et irrespectueuse. Le 50e anniversaire de la grande grève de l'hiver de 1960-61 nous rappelle, avec la grande figure d'André Renard, le caractère inopérant du juridisme syndical. En Chine, ce sont les jeunes qui, l'an dernier, se sont mobilisés contre la Foxconn, une entreprise sur le site de laquelle travaillent 300 000 employés et ouvriers. Les trois quarts d'entre eux ont moins de 30 ans. Face aux cadences infernales et aux pressions du patronat, le nombre de suicides atteignait, comme chez France Télécom, des sommets alarmants. Les vieux, habitués à la servitude volontaire, n'ont pas osé bouger. Mais les jeunes ont obtenu une augmentation de 20% de leur salaire. Parallèlement, la direction a placé cyniquement autour des bâtiments et à hauteur des premiers étages des filets pour éviter que les nombreuses défenestrations n'ensanglantent le sol. Ces filets nous instruisent davantage sur l'instinct prédateur du patronat que sur son souci de protéger une main-d'œuvre abondante. Il est donc temps de passer à l'action directe, comme la coordination des travailleurs de l'enseignement l'a préconisé entre autres à la Haute École SPAC, en organisant dans un premier temps des arrêts de travail pour manifester l'indignation des enseignants face aux erreurs de gestion des directions, qui ont conduit aux régressions sociales que l'on connaît. Cette lutte doit mener les travailleurs à prendre collectivement le pouvoir pour gérer eux-mêmes leur établissement et à pendre les aristocrates à la lanterne. Un questionnaire destiné à évaluer la qualité de la hiérarchie des catégories au ministère en passant par le siège social de Bruxelles n'attend qu'à être établi, distribué, rempli et analysé. Rappelons qu'en 2011, le personnel administratif et ouvrier, véritable tiers-état des temps modernes, ne pourra au choix de la nouvelle direction. Vous avez dit démocratie. Ce n'en sont que des miettes que l'on jette aux pigeons. Boycottons ces élections. Dans le quartier du Congrès à Bruxelles, à quelques dizaines de mètres de distance, sont situés le Parlement de la Communauté française,
le bâtiment de la Centrale Générale des Services Publics et le siège social de la Haute École SPAC. La géographie urbaine n'est-elle pas porteuse de sens et ne faudrait-il pas étendre le domaine de la lutte et réduire d'autant le périmètre de l'îlot sacré? Lors des prochaines manifestations, qui sera encerclé? Les agents et les relais de la classe dominante ou les travailleurs dans leur établissement? Rendra-t-on assez hommage aux petits gens qui, aux côtés de la bourgeoisie des Lumières, ont préparé la Révolution française? Au milieu du XVIIIe siècle, le seigneur de Sprimont, dans l'actuelle province de Liège, faisait assassiner un notaire parce qu'il défendait les gens de son village contre l'exploitation et l'injustice du maître des lieux. 40 ans plus tard, c'était la nuit du 4 août 1789 et les droits seigneuriaux étaient abolis en France. Si cet homme n'avait pas eu de fils, l'auteur de ces lignes n'écrirait pas aujourd'hui. Il s'appelait Mathieu Dufay. En matière de bonne conscience, les gentils parleront d'atavisme petit bourgeois. Les méchants, plus sévèrement et comme Émile Zola, d'hérédité et dégénérescence. Et, qui sait, de frustration. À chacun de juger. Nous passons maintenant au troisième article, cette fois publié en juin 2011. Les indignés de la place Piaget, un ver dans un fruit trop mûr. Tel était le titre que j'avais donné à cet article qui, à l'époque, avait été publié sur Indymedia. Samedi 11 juin 2011, 15h45. Un cortège s'ébranle de la place Marie-Janson à Saint-Gilles, commune de l'agglomération bruxelloise, pour rejoindre une autre place de la capitale. On y trouve peut-être 200 manifestants qui partent récupérer un espace de parole d'où, la veille, certains d'entre eux ont été expulsés par ordre du bourgmestre d'Ixelles. Ce cortège se veut pacifiste et est effectivement pacifique. Un slogan domine. Solidarité avec les peuples du monde entier. Il s'agit d'une excroissance du mouvement des indignados espagnols qui, des semaines durant, ont occupé des dizaines de places dans la péninsule ibérique. Que veulent-ils? Comme leurs sœurs et leurs frères hispaniques, rien de moins qu'une refondation du contrat social rompu, à leurs yeux, par les gouvernants. Ce contrat pour bâtir une société nouvelle doit être pensé et discuté, sans médiation, par les citoyens dans le cadre d'assemblées populaires. Democratia realia. La démocratie réelle tout de suite. Chacun est invité à s'exprimer librement dans la tolérance, le respect et l'écoute de l'autre. Tout le monde devrait se réjouir de cette bouffée d'air frais dans nos sociétés caractérisées par le matraquage médiatique quotidien, le formatage des esprits, la chape de plomb de l'idéologie dominante. Mais ce mouvement populaire, où la jeunesse joue un rôle déterminant, ne plaît pas aux rentiers du système politique. À la limite de la commune d'Ixelles, mais ce mot a-t-il encore un sens? Le cortège est arrêté par une quinzaine de policiers fédéraux. Après 10 minutes de face-à-face, c'est, encadré par les forces de l'ordre,
que les manifestants pourront descendre la rue Lesbroussards et réoccuper leur lieu d'expression, un petit carré de la place Flagey. Là, dans une atmosphère oppressante, encerclée par la troupe resserrant progressivement son étreinte, l'Assemblée populaire commence ses débats. Un décor de film d'animation pour enfants de 5 ans s'installe où s'opposent des bons et des méchants. 3 policiers tenant leurs chiens en laisse interdisent l'entrée ou la sortie de l'espace démocratique, déterminant ainsi un périmètre de sécurité. Pour qui? Pourquoi? Des sympathisants qui tendent leurs mains aux indignés confinés sont chargés par des policiers casqués et armés de boucliers et de matraques. Où sommes-nous? À Athènes ou à Damas? Non. Dans la capitale de ce havre de démocratie et de prospérité qu'est l'Europe. Dans cette ville de Bruxelles où, soi-disant, il fait si bon vivre. Dans une commune dirigée par un socialiste qui a publié, voici peu, ses souvenirs sur mai 68. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, une blague circulait à l'Est. La dictature, c'est « ferme ta gueule ». La démocratie, c'est « cause toujours ». Le pouvoir serait-il si fragile qu'un tel déploiement de force soit jugé nécessaire pour intimider des jeunes qui sont l'espoir d'un monde meilleur, d'une humanité fraternelle et qui crient leur désenchantement devant l'incurie de leurs aînés? Finalement, encadrés à nouveau par une quarantaine de policiers, 10 fourgons et sous la menace d'une autopompe, les manifestants sont reconduits à la frontière de leur commune. On comprend dès lors ce que signifie physiquement canaliser. C'est un véritable transit intestinal, un couloir fécal qui est mis en place par les forces de l'ordre pour épurer le corps social xélois avec, peut-être, l'espoir secret de rejeter le corps étranger dans le canal de Molenbeek, ces douves de Bruxelles. Il est 19h, l'ordre règne, dormez, bonnes gens. Quel bilan peut-on tirer de cette folle journée? Tout d'abord, sur le plan financier, le constat d'une insupportable débauche de moyens engagés pour le maintien de l'ordre en période de crise économique. Ensuite, le paradoxe d'une publicité faite par le pouvoir municipal au bénéfice de la population, de la manifestation. Excusez-moi. De nombreux passants auxquels des tracts étaient distribués s'y sont intéressés parce qu'elle était présentée comme dangereuse. Nous sommes à l'heure de la télé-réalité. Ce qui, à l'évidence, elle n'était pas. Enfin et surtout, par effet boomerang, la légitimation des revendications des indignés qui se trouvent plus que jamais confortés dans leur analyse d'un pouvoir crispé et répressif et d'une société malade qui a besoin d'un traitement de choc véritablement démocratique pour se réveiller de sa torpeur. Le monde est plongé dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille. Trop souvent, celle de l'enfer du lendemain.
Dernière publication, éditée par la Coordination des travailleurs de l'enseignement, au mois d'avril 2012. Vaincu de l'histoire au royaume du but. J'aime les sorcières. Le même jour, jeudi 19 avril, 2 camarades voient temporairement une issue à leurs affaires respectives. Des situations absurdes qui ont cassé leur carrière. La première commence par la découverte d'une photo d'identité de Waouf Fayoumi qui, dans un champ de salade, qui l'a conduit en 2008 à la prison de Forêt, puis dans un placard du boulevard Reyers. Jusqu'alors brillante journaliste à l'RTBF, où elle présentait le journal télévisé, elle est mutée dans un service de documentation. Caché ce monstre que nous ne saurions voir. Hier, le tribunal vient de la décharger de la présomption d'appartenance à un groupe terroriste. Mais son sort n'est pas encore scellé pour autant. Dans un tout autre registre, la seconde affaire concerne une noble dactylo dans une haute école bruxelloise, loin des feux de la rampe. Elle a un bébé, son compagnon vient de la quitter, ce qui la place financièrement dans une pénible situation. À la suite d'une dénonciation, elle est accusée d'avoir usurpé l'identité de son directeur, en affirmant dans une lettre destinée à sa nounou qu'elle était licenciée et que, par conséquent, ce qu'elle n'osait lui dire simplement, elle ne pourrait plus la garder. Elle reconnaît les faits. Le document qu'elle a fait signer par une collègue, et dont elle ne fera pas usage, devait la mener au licenciement pour faute grave. Elle aurait donc finalement obtenu, ironie de l'histoire, la preuve authentique cette fois qu'elle souhaitait. Bref, une histoire abracadabrante qui relève plus de la naïveté de l'intéressé que de l'atteinte à la réputation d'un établissement auquel elle n'a pas porté préjudice. Lors du conseil d'administration de la Haute École du 19 avril, où l'agent incriminé est convoqué dans le cadre d'un éventuel licenciement, son défenseur propose une sanction moins grave, la suspension de ses activités professionnelles pour une durée limitée et donc des revenus qui leur sont liés. Le conseil, qui comprend la direction, des délégués syndicaux et des étudiants, délibère ensuite longuement. Un rapport de force s'établit et il est décidé qu'une suspension d'1 an sera proposée au ministre de l'Enseignement supérieur. Même destin pour la dactylo que pour la journaliste, relégation dans la fonction apparemment maudite de documentaliste. Dans les entreprises, la délation, la surveillance des salariés et leur mise en concurrence sont devenus la règle. L'objectif est moins de punir les pécheurs que de culpabiliser encore et toujours leurs collègues mis dès lors au pas cadencé. Diviser les travailleurs, c'est éviter qu'ils prennent conscience de leurs conditions communes dans le rapport qui s'établit avec le patronat dans le processus de production de biens ou de services. Il s'agit par n'importe quel moyen de maintenir la pression et d'inquiéter les ouvriers et les employés qui sont encore dociles en menaçant de licenciement les trublions. Oderind dum metuant, aurait dit Caligula, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. L'insécurité sociale caractérise un monde économique qui reconnaît de moins en moins les connaissances solides et durables correspondant des fonctions fixes et des personnalités stables. Mais la mise en œuvre des nouvelles techniques de contrôle représente une dépense de temps, d'énergie et d'argent telle que l'on est amené à penser que l'accroissement du pouvoir sur les subordonnés est un effet plus assuré que l'amélioration de la productivité.
selon une problématique que Jérémie Bentham, né en 1748 et décédé en 1832, a exposée en son temps, seule la peur des sanctions et la soif des récompenses sont efficaces pour guider l'action d'individus égoïstes. En l'espèce, l'école est devenue, elle aussi, un espace où se déploie de multiples manières la norme sociale propre au capitalisme contemporain. Le propre de la morale objective, c'est que les individus n'ont pas à chercher ni à douter. Il suffira qu'ils obéissent pour être dans le bien. Les autorités en répondent. L'homme, autrement dit, n'a pas, selon la moralité objective, à se faire sujet. Et avec le sujet, la moralité elle-même disparaît, la question de la signification des fins et de leurs valeurs ne se posant plus. Il ne s'agit plus de savoir si je pense vouloir cela, mais seulement qu'il le faut. C'est toujours au nom de nécessités inéluctables que les hommes se font contre hommes. L'aliénation est donc l'impossibilité de vouloir ce que l'on fait et de produire des actions que l'on puisse prendre pour fin dans leur résultat comme dans les modalités de leur déroulement. Le secret de la machine bureaucratique, c'est que personne n'y détient le pouvoir. Le pouvoir n'y est pas sujet. Il n'appartient pas à des hommes souverains définissant librement les règles et les buts de l'action collective. De bas en haut de la hiérarchie administrative, seuls existent des exécutants se pliant aux impératifs catégoriques et inertes du système matériel dont ils sont les serviteurs. Le pouvoir personnel des directeurs et des chefs en tout genre est une illusion d'optique. Ce pouvoir n'existe qu'aux yeux de ceux qui, situés plus bas dans la hiérarchie, reçoivent les ordres de ceux d'en haut et sont personnellement à leur merci. Le pouvoir n'est pas sujet. Il est système de rapport, c'est-à-dire de structure. Et c'est cette dilution à l'infini du pouvoir dans l'ordre des choses qui donne à ses détenteurs une légitimité. À chaque instant, chacun peut dire « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce qu'il faut. Si vous voyez un moyen de gérer cette maison autrement, à votre aise, dites-le moi, je vous céderai la place. » La domination n'est jamais exercée par des personnes, ni ne dépend de leur autorité personnelle. Elle s'exerce par la voie institutionnelle, selon une procédure définie d'avance, et ceux qui ont pour fonction de la perpétuer seront eux-mêmes des exécutants dominés, non des chefs. Ils seront au service d'un appareil de domination et prêteront leur personne à un pouvoir impersonnel qui les dépasse. Qui cherche inlassablement à tout mécaniser finit par devenir lui-même une machine et par perdre toute sensibilité humaine. La figure fondamentale de cette société sera donc le bureaucrate. Il assure à l'État son pouvoir sans lui-même en détenir aucun. Il est l'exécutant parcellaire qui assure le fonctionnement de l'appareil de domination en appliquant un règlement dont il n'a pas à répondre, en remplissant une fonction à laquelle il ne peut s'identifier personnellement. Le pouvoir du fonctionnaire, fût-il directeur, est impuissance. Il assure l'intégrité de la machine du pouvoir en renonçant à en avoir aucun lui-même. Rouage d'un mécanisme monté, il est l'instrument d'un pouvoir sans sujet. Dans l'appareil d'État comme dans la grande entreprise, le pouvoir, c'est l'organigramme.
le pouvoir syndical est-il d'une autre nature? Il n'est pas le pouvoir ouvrier, pas plus que le pouvoir du Parlement n'est celui du peuple souverain. Le syndicat détient un pouvoir en tant qu'institution autonomisée vis-à-vis de ses mandants. Il s'autonomise vis-à-vis de ses mandants par l'exercice même du pouvoir de médiation qui le constitue en institution. Dans le meilleur des cas, qui par définition correspond rarement à la réalité du terrain, le seul pouvoir ouvrier est un pouvoir de contrôle et de veto. Le pouvoir de refuser certaines conditions et certains types de travail, de définir des normes acceptables, de contrôler le respect de ces normes par la hiérarchie patronale. Mais ce pouvoir est, de toute évidence, négatif et subalterne. Il s'exerce dans le cadre des rapports de production capitalistes, sur un processus de travail défini dans l'ensemble, sinon dans le détail, par la hiérarchie patronale. Il impose au pouvoir patronal des limites, mais il ne lui oppose pas un pouvoir ouvrier autonome. Il en est réduit à négocier et à marchander en tant qu'organe syndical institutionnalisé. L'idée de la prise de pouvoir est à revoir fondamentalement. Prendre le pouvoir, c'est l'enlever à ceux qui l'exercent. Non pas en prenant leur place, mais en les mettant dans l'impossibilité durable de faire fonctionner l'appareil de leur domination. La morale commence toujours par une rébellion. Elle apparaît au moment précis où un individu refuse d'obéir. Voilà pour la lecture de ces 4 articles. Je vous montre maintenant quelques livres qui avaient alimenté au moment de leur rédaction mes 4 contributions. Tout d'abord, pour le syndrome pavlovien, donc le premier article que j'ai lu, des nouveaux mots du pouvoir, abécédaire critique sous la direction de Pascal Durand aux éditions Aden. Dans le même genre, le petit Alter, dictionnaire altermondialiste, publié aux éditions Mille et une nuits par Attaque. Pourquoi je ne suis pas altermondialiste? Éloge de l'antimondialisation, également aux éditions Mille et une nuits d'André Belon. Raoul Vaneigem, pour l'abolition de la société marchande pour une société vivante, de la collection Manuel chez Payot. Enfin, de Gilles Châtelet, Vivre et penser comme des porcs, en folio actuel. Ensuite, pour le texte Farce et attrape, les pièges de l'idéologie dominante et de la collaboration de classe, 2 livres qui m'avaient fait réfléchir. Raoul Vaneigem, Entre le deuil du monde et la joie de vivre, donc je répète, Entre le deuil du monde et la joie de vivre. Alors, c'était aux éditions Verticale, phase 2. Le sous-titre de cet ouvrage est « Les situationnistes et la mutation des comportements ».
il y avait eu aussi un autre livre, parmi un certain nombre d'autres, bien entendu, Changer la société sans prendre le pouvoir, syndicalisme d'action directe et renardisme en Belgique, sous la direction de Matteo Alalouf, aux éditions Labor. Alors, enfin, pour l'article intitulé « Vaincu de l'histoire au royaume du but », je me suis entre autres inspiré, parmi d'autres, de l'ouvrage de Christian Laval et consorts, La nouvelle école capitaliste, édité chez La Découverte. Je m'étais aussi servi de Rudolf Rotzker, Théorie et pratique de l'anarcho-syndicalisme, préface de Noam Chomsky, traduit et présenté par Normal Baillargeon aux éditions Aden. Et enfin, pour terminer, Adieu au prolétariat au-delà du socialisme d'André Gortz, en point politique. J'ai dit